13h, nous sommes mercredi 18 janvier 2017. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. À la une de l'actualité, la crise gambienne, Yaya Jammeh décrète l'état d'urgence de 90 jours. L'Église prie pour que la raison l'emporte. La conférence épiscopale des évêques du Sénégal reçue hier par le président Macky Sall se prononce à la veille de l'investiture du président élu Adama Barrow, prévu demain jeudi. Le politologue Mathias Ompé privilégie la diplomatie au lieu de l'option militaire, vous l'entendrez. Suite de notre feuilleton sur le livre et la lecture, focus sur le marché de l'édition. Le secteur bat de l'aile malgré tout. Les publications se multiplient. 50 maisons d'édition existent au Sénégal. Ces dernières réclament la reprise du marché des manuels scolaires. Une solution pour sortir la tête de l'eau. Le blues de l'édition sénégalaise porte la signature de Oumidour. La question des députés de la diaspora, on en reparle. 15 députés de plus à l'Assemblée nationale. Le sujet alimente encore les débats. Quelle est son opportunité et pour quel budget de financement? Les critères de choix se posent. La parole est donnée aux experts en matière électorale. En fin d'édition, vous serez bercés par les sonorités de la kora. Au cœur de nos cultures, nous parle de cet instrument mythique. Il serait originaire de l'Égypte ancienne. La kora, ces cordes légendaires produisent un son unique, particulier, qui suscite beaucoup de curiosité. RTS en nouvelle édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre. Sachez tout d'abord que le chef de l'État a reçu ce matin le Premier ministre de Guinée-Bissau. L'entretien entre dans le cadre des consultations sur la coopération bilatérale. Les échanges portent également sur la situation sous-régionale, notamment en Gambie. Oumaro Sissako Imbalo au micro de Oumar Ning. Je suis passé, comme d'habitude, parler avec Monsieur le Président, frère Macky Sall. Comme vous savez que cet temps-là, il y a beaucoup de situations africaines, régionales et sous-régionales. Donc on est passé dans ce cadre pour consulter la position. Comme vous le savez, Guinée-Bissau et Sénégal, nous sommes des mêmes peuples, des pays, mais c'est le même peuple. Donc c'est dans ce cas que je suis passé les voir. Bon, comme vous savez, il y a la situation de la Gambie notamment qu'on a discuté. Et nous, on porte nos conseils parce que nous sommes très liés et proches. Donc, dans cette occasion que nous sommes venus, elle parler de notre situation. Je suis accompagné dans cette délégation par le ministre d'État, ministre d'économie et finances et mon conseiller diplomatique. Donc, voilà. Le club Sénégal émergent a été reçu hier par le chef de l'État. La structure regroupe des cadres de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile. Elle entend accompagner le président de la République pour l'atteinte des objectifs du PSE. Le chef de l'État engage le club à être un relais pour la promotion des valeurs, mais aussi un espace de dialogue au profit des populations. La synthèse d'Oumar Ning. C'est la technostructure qui se mobilise ainsi pour accompagner la dynamique enclenchée par le président de la République. Le club entend gagner le pari de l'émergence avec le chef de l'État. Pour l'atteinte de ces objectifs, une mobilisation générale, totale, continue, soutenue, disciplinée, intelligente, enthousiaste et optimiste de tous les segments de notre peuple, derrière vous, Monsieur le Président de la République, initiateur et concepteur du PSE, est un impératif catégorique national. Le club Sénégal émergent entend apporter sa modeste contribution dans ce vaste mouvement par la mobilisation des énergies nécessaires à la conduite du processus d'émergence économique et de transformation structurelle du Sénégal. Dans le club Sénégal émergent, il y a la haute administration, le secteur privé, mais aussi la société civile, plus d'autres compétences venues spontanément répondre à l'appel du président Macky Sall. Leur conviction n'est pas gratuite, elle est bien fondée. Le témoignage de ces entrepreneurs est éloquent. L'impact du PSE sur leurs activités est une réalité.
Les conditions sont favorables ici au Sénégal, surtout avec le plan Sénégal émergent qui a introduit les réformes attendues par le secteur privé, surtout avec un projet structurant comme celui du parc industriel de Diamniadio, où toute la structure est préparée pour accueillir les entrepreneurs et investisseurs que nous sommes. Notre dynamique épouse involontairement la dynamique du PSE, que nous consolidons nos actifs grâce au soutien du PSE, grâce au soutien des objectifs de votre bonne gouvernance. L'entreprise NADBI s'est engagée et s'engage auprès de tous les acteurs à être une entreprise industrielle intégrée à haute valeur ajoutée. Les femmes, du fait de leur poids démographique et leur engagement dans l'agriculture, sont aujourd'hui des actrices incontournables dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Et vous l'avez compris, permettez-nous de magnifier tout ce que votre gouvernement est en train de faire à notre endroit. Le Club Sénégal émergent prend date avec l'histoire. Le président Macky Sall salue cet engagement citoyen. Aux cadres, intellectuels, leaders et autres membres, il invite à faire de la structure un espace de dialogue, mais un dialogue utile. Le débat ne doit pas être capté par les seuls politiciens. Le débat doit être aussi un débat économique. Il doit être un débat culturel, intellectuel, social. La politique ne saurait à elle seule accaparer l'ensemble de la sphère médiatique. Il faut que le débat économique soit porté par les acteurs. Et ceux qui savent faire, ceux qui savent d'abord, et puis qui savent faire, mais qui peuvent aussi expliquer. Donc le club doit être un espace ouvert de dialogue entre ses membres, mais il ne faut pas que ce soit un dialogue entre intellectuels, sinon il n'y aura pas d'intérêt. Il faut que les réflexions soient portées envers le public et avec pédagogie. Et s'il vous plaît, parfois dans nos langues nationales, pour que ce que nous sommes en train de faire pour notre pays soit bien compris et bien accompagné. Mais l'émergence suppose des changements majeurs. Changement de comportement d'abord. Le club est attendu sur le terrain de la promotion des valeurs. Parce que si nous ne nous battons pas contre les mauvaises habitudes qui nous envahissent tous et qui constituent des poids sur chacun de nous et chacune de nous, d'entre nous ici, ce poids social qui n'est pas forcément productif et qui pousse la plupart d'entre nous à céder. Il faut bannir les gaspillages. Il faut dépenser utile, mais surtout il faut travailler pour que notre pays puisse s'inscrire durablement dans la voie de l'émergence. Si nous ne produisons pas, comment voulez-vous qu'on atteigne nos objectifs d'émergence? Qu'il s'agisse de la production agricole, de la production industrielle, de la production de services. Il faut produire plus et mieux. Et c'est dans cette production que nous pourrons confirmer et maintenir la croissance durable. Le lancement du Club Sénégal émergent intervient dans un contexte d'amélioration du cadre macroéconomique, avec des résultats positifs dans la conduite du pays. Le PSE est passé par là. Le Sénégal tient une chance unique de prouver que l'émergence est possible. Le club a donc toutes les raisons d'accompagner le président Macky Sall dans cet objectif. En remerciant les membres pour leur mobilisation, le président de la République engage la structure à poursuivre la réflexion sur les problématiques aussi importantes que les ressources naturelles, l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes, entre autres. Nous restons toujours au Palais de la République où le président a reçu l'association Cheikh Oumar Foutiyou Tall, Solidarité des femmes pour le pèlerinage à la Mecque. Ces femmes présentes au Fouta et partout au Sénégal sont venues témoigner leur gratitude au chef de l'État et à la première dame pour le travail qu'ils sont en train d'abattre au Sénégal. Safiétou Touré, tout micro de Oumar Ning. Nous avons été reçus par la première dame
et par le chef de l'État. Vraiment, ils nous ont honorés en nous recevant. Vraiment pour témoigner notre gratitude envers le travail qu'il fait pour le Sénégal. Nous sommes vraiment contents en voyant tous les projets réalisés, aussi bien à Dakar que dans les régions et dans le Fouta. Vraiment, ça nous réjouit et ça nous donne un grand espoir. Donc, vraiment, nous sommes vraiment satisfaits de son travail qu'il fait au Sénégal et le travail que la grande dame fait au niveau des populations du Sénégal à travers la fondation Servir le Sénégal. Vraiment, nous sommes venus les remercier et discuter avec eux de quelques problèmes du pays et vraiment de demander au bon Dieu un grand succès pour la première dame et un grand succès pour le président de la République, parce que le succès du président de la République c'est le succès du Sénégal et ce sera le bien-être de toutes les populations sénégalaises. Et toujours dans son agenda, le président de la République a reçu hier les adieux des ambassadeurs des États-Unis et du Japon. En fin de mission, les deux diplomates ont reçu les honneurs de l'État. Le président Macky Sall les a élevés au grade de commandeur dans l'Ordre national du Lion. La synthèse de Oumar Ning. Beaucoup d'émotions au moment de quitter le Sénégal. En exprimant sa gratitude au chef de l'État, l'ambassadeur des États-Unis s'est dit satisfait de l'excellence des relations entre Dakar et Washington. Je quitterai le Sénégal avec beaucoup de bons souvenirs de ce magnifique pays. Ma femme Anne et moi avons voyagé beaucoup dans le pays et partout. Nous étions accueillis avec les bras ouverts. Ces 2 derniers ans, le Sénégal et les États-Unis ont fait un très bon partenariat dans le domaine de promouvoir la démocratie, aussi dans le domaine de la sécurité et le développement durable. Pour promouvoir la démocratie, le Sénégal et les États-Unis ont les mêmes valeurs démocratiques. Et donc, pour nous, c'est important de renforcer notre lien pour encourager l'autre pays de région d'être démocratique. Dans le domaine de la sécurité, nous avons signé l'accord bilatéral de coopération en matière de défense et ça nous permettra de renforcer davantage notre lien pour assurer la sécurité du peuple sénégalais et du peuple de la région. Et dans le domaine de le développement, j'ai félicité le président que le Sénégal a été choisi éligible pour un deuxième compact de MCC. Et maintenant, notre équipe de MCC et l'équipe sénégalaise travaillent très bien pour identifier les contraintes et pour développer le deuxième compact. James Zumwalt rentre avec l'insigne du lion. Il le porte avec beaucoup de fierté, non sans remercier le président de la République. C'est un grand honneur pour moi. Le président m'a donné cet honneur de cette décoration pour le travail que nous avons fait. Et je pense que ça réfléchit le bon partenariat entre le Sénégal et les États-Unis. L'ambassadeur du Japon est également en fin de mission. Dans son propos, la même tristesse. Il quitte un pays qui l'aura beaucoup marqué. Mes 3 ans et 4 mois de séjour ont été très riches dans plusieurs domaines. Bien sûr, nous avons beaucoup travaillé avec tous les gens de la présidence, du gouvernement, du ministère, dans beaucoup de domaines. Bien sûr, nous avons beaucoup travaillé dans la coopération économique, développement, mais ce n'était pas à 100% tous. En fait, j'ai pu beaucoup apprendre sur l'histoire du Sénégal, la culture, la religion, la richesse des pays. Et donc, à travers toutes ces activités, j'ai eu aussi beaucoup d'amis, des artistes, des musiciens, des gens intellectuels. Et tout ça va beaucoup me manquer, beaucoup nous manquer, mais je pense que entre 3 ans et 4 mois ont été très riches, très denses et très concentrés.
Et dans ce sens, nous repartons sans aucun remords, disons. Comme son collègue américain, il est élevé au grade de commandeur dans l'Ordre national du Lion, en signe de reconnaissance du travail de qualité qu'il a abattu au bout de 3 ans. Grand honneur. Et bien sûr, je reçois ceci avec un immense plaisir et aussi avec une grande fierté. Si tout ce que j'ai fait pendant 3 ans et 4 mois a été un peu apprécié par le président, bien par votre pays, et si c'est le résultat, j'en suis plus que heureux. La crise gambienne évoquée également au Palais de la République, la conférence épiscopale des évêques du Sénégal a pris pour que la raison l'emporte, reçue par le chef de l'État. L'Église se réjouit du soutien du président Macky Sall à propos de la modernisation des sanctuaires de pèlerinage, notamment celui de Popenguine. Monseigneur Benjamin Yaya, archevêque de Dakar, au micro d'Omar Ning. Nous voulons d'abord dire un grand merci au chef de l'État qui a pris le temps vraiment pour nous rencontrer et échanger avec nous sur des questions concernant bien sûr la vie de l'Église, la vie aussi de notre nation, le Sénégal. Et nous avons commencé par évoquer bien sûr la question préoccupante de la Gambie, en assurant de notre prière pour que la raison l'emporte et que tout soit fait pour le bien des populations. Nous avons aussi parlé des questions concernant la vie de nos églises, notamment des programmes concernant les sanctuaires de pèlerinage, le sanctuaire national de Popenguine, mais aussi les différents sanctuaires qui sont dans les différents diocèses, avec cette assurance que nous avons reçue du chef de l'État de nous soutenir aussi dans la modernisation de ces sanctuaires. Je pense que c'est un bon signal pour un peuple aussi croyant que le Sénégal. Nous nous réjouissons des questions de la vie de tous les jours que nous avons abordées. Par exemple, le problème de la violence dans la société sénégalaise, avec les assassinats qui ont eu lieu ces derniers temps, sans compter les crises récurrentes de violences faites aux femmes et aux personnes faibles. Nous avons échangé là-dessus. Et aussi de projets peut-être dont nous pourrons parler ultérieurement. La Gambie, on en reparle. Dans ce pays, justement, le président sortant, Yaya Jammeh, vient de décréter l'état d'urgence pour une durée de 90 jours. Selon le spécialiste de gouvernance politique et politologue Mathias Kumpé, cette mesure ne change en rien à la situation actuelle. Il pense surtout que l'option militaire peut ne pas être privilégiée pour installer le président élu Adama Barrow. Plus de précisions avec René Massigadiouf. La mesure est sans appel. 90 jours d'état d'urgence décrété. Le président sortant de la Gambie a choisi de durcir le ton. Une décision qu'il explique par ce qu'il appelle une ingérence de toute la communauté internationale dans les affaires intérieures de la Gambie. L'état d'urgence pour Mathias Kumpé est souvent dicté par une situation d'insécurité. L'état d'urgence, vous savez que c'est comme une mesure qu'on prend lorsqu'on considère qu'un pays est en péril, qu'il y a un péril urgent qui pèse sur un pays. On prend ces mesures qui amènent à restreindre en général les libertés fondamentales des citoyens. Et donc, par exemple, la liberté de circulation, la liberté d'expression. Yaya Jammeh a peur immédiatement de 2 choses. C'est le retour de Barrow en Gambie, mais c'est la possibilité, il ne faut pas oublier qu'à partir du 19 janvier, les citoyens gambiens peuvent décider par eux-mêmes d'aller réclamer leur pouvoir. Et donc, l'état d'urgence permet également d'empêcher même les manifestations, les mouvements de foule, etc. Et donc, je crois que Yaya Jammeh essaie de contrôler, de prévenir tous les fronts d'où peuvent venir des situations difficiles pour lui. La volonté de Jammeh d'aller jusqu'au bout est manifeste. Du moins, c'est ce que laisse croire cette dernière décision. Dans la sous-région, c'est une mesure qui est loin d'être nouvelle. La situation en Gambie reste tout de même inchangée. Vous vous rappelez, au Mali, en 2012, on a fermé les frontières pour le Mali. Ça n'a pas duré 2 semaines et je crois que ça a amené le capitaine Sanogo, à l'époque, à céder le pouvoir. Et donc, je pense que des moyens existent pour la sous-région aujourd'hui pour ramener Yaya Jammeh dans ses limites. Et donc, de mon point de vue,
à moins qu'il ne soit dans une logique suicidaire, c'est-à-dire qu'il est prêt à mourir lui-même et à entraîner son pays dans un conflit, je pense qu'il finira par comprendre qu'il n'a pas beaucoup de choix. Faire preuve de plus de fermeté sans privilégier l'affrontement est la voie préconisée. Un règlement est possible en dehors de l'option militaire. La CEDEAO a des moyens de faire pression sur Jammeh selon lui. Je ne pense pas qu'on soit obligé de recourir à l'affrontement. Je veux dire militaire. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, d'abord la CEDEAO peut trouver un moyen d'investir le président Barrow, même si ce n'est pas sur le sol gambien. Et la deuxième chose, on est en mesure d'asphyxier la Gambie en l'espace de quelques jours. Si c'est vraiment la volonté des chefs d'État de la sous-région et du Sénégal, c'est très facile d'asphyxier, d'amener la Gambie au pied du mur sans être obligé de tirer un seul coup de feu. Même si on devrait aller à l'affrontement, même là encore, je ne crois pas que si les grands pays de la sous-région, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, décident aujourd'hui de mobiliser des moyens pour aller militairement en Gambie, je ne crois pas que la Gambie dispose des moyens nécessaires pour tenir. Le président élu Adama Barrow doit prêter serment ce 19 janvier. Pour l'heure, l'impasse est totale et une sortie de crise n'est pas encore tout à fait à l'ordre du jour. Autre aspect de l'actualité, compromis par le chef de l'État, le marché syndicat sera réhabilité et modernisé. Le ministre de la Gouvernance locale a fait une visite sur le site en question. Les techniciens vont dans 2 semaines livrer aux autorités les plans du projet. Thierno Ahmadoussi. Après une promesse du chef de l'État pour le marché syndicat de Pikine, le temps de l'action commence. Ici, le ministre de la Gouvernance locale et ses techniciens, sur le terrain, ils ont trouvé des commerçants rassurés. Nous les avons accueillis avec beaucoup de fierté, le ministre des collectivités locales et le directeur général de l'AGETIP, qui sont en train de traduire en acte la volonté du chef de l'État, le président de la République. Nous l'avons tous entendu lors de l'inauguration du stade Alassane Djigo. Donc il a été sensible à la demande de tous les Pikinois, celle consistant à rénover ce marché pour en faire un marché ultra moderne. Et je pense qu'aujourd'hui Pikine est prêt à accueillir ce marché et nous sommes dans toutes les dispositions en collaboration avec les commerçants, en collaboration avec les délégués, pour pouvoir entamer vraiment ce très grand chantier qui va changer fondamentalement le visage de Pikine. Pikine, deuxième grande ville du Sénégal, marché syndicat, un des plus grands dans notre pays. Aujourd'hui, l'ambition de l'État est de doter de Pikine un marché moderne. Dans 2 semaines, le concept et les différents plans seront disponibles. Cela veut dire simplement que l'AGETIP a la réactivité et la capacité nécessaire pour faire cet ouvrage conformément à la vision du chef de l'État. Ce projet est le projet du chef de l'État. Il tient à ce que cela se passe très bien, mais surtout que cela se passe bien et vite. Nous vous donnons donc ces instructions. Nous vous attendons dans 2 semaines pour recevoir l'ensemble de la documentation sur le concept pour lui permettre de valider afin que les travaux puissent démarrer. Cette visite a été une occasion de faire l'état des lieux. Le projet du président Macky Sall pour Pikine va tenir compte de la capacité d'accueil. Il sera aussi possible de développer d'autres activités sur le site. Pour AGETIP, le marché syndicat d'aujourd'hui sera un vrai marché, un marché de l'émergence. En attendant, Tiofak étraîne son tout nouveau centre d'éveil communautaire et autres infrastructures éducatives réalisées grâce au programme intégré de développement économique et social logé au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. La fin du PIDES ouvre la voie au PADES qui se positionne comme alternative à la lutte contre la pauvreté. Autre temps fort, une caravane de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dans le Saloum, présidé par Maria Massar en charge de la femme à Basso. En quelques années d'exécution seulement, le PIDES, Programme intégré de développement économique et social, a fait ses preuves avec toutes ses grandes réalisations dans les régions d'intervention, comme c'est le cas à Kaolack. Kaolack qui a bénéficié de ses investissements au profit de l'éducation, de la santé, entre autres. Aujourd'hui, le PADES prend le relais avec un budget conséquent de près de 12 milliards de francs CFA signé entre l'État du Sénégal et l'Italie. Ces résultats doivent être consolidés, renforcés, pérennisés pour contribuer aux objectifs de développement humain durable de notre pays conformément à la vision du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Vision à travers laquelle nous pouvons retenir des axes
importants, à savoir la transformation structurelle de l'économie, la bonne gouvernance et le capital humain et le développement durable. Le PUDES épouse encore une fois ces préoccupations du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Le mode opératoire est passé au peigne fin avec tous les acteurs, occasion aussi de réfléchir sur les investissements prioritaires et sur la planification stratégique du programme. Et ce sont des projets qui vont se développer dans le secteur de la santé, de l'assistance sociale, du développement économique et de l'agriculture et sécurité alimentaire. Ce sont des projets qui se basent sur le partenariat avec le gouvernement du Sénégal. Le nouveau cadre de coopération pays Sénégal-Italie 2014-2016 qui intègre le PADES a confirmé les 3 secteurs prioritaires des interventions de la coopération italienne, à savoir soutien au secteur privé, protection sociale et genre, développement économique et local. Un programme qui vise à réduire la pauvreté, tout comme le PASEC, le projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité du genre, qui a organisé cette caravane de sensibilisation sur les discriminations à l'égard des femmes et les violences basées sur le genre. Caravane présidée par Maria Massar en charge de la femme, de la famille et de l'enfance. À présent, la suite de notre série sur le livre et la lecture au Sénégal. Nous vous amenons dans le monde de l'édition. C'est un secteur qui, depuis plus de 2 décennies, traverse une crise profonde liée à plusieurs facteurs. Et paradoxalement, on écrit toujours beaucoup au Sénégal. Le pays compte d'ailleurs près de 50 maisons d'édition qui aujourd'hui se battent pour que le marché de l'édition du manuel scolaire leur soit octroyé de nouveau. Seul majeur, d'après les éditeurs, de sortir la tête de l'eau, le blues de l'édition sénégalaise. C'est un dossier signé au Médour. Pendant 20 ans, Birahim Thioune a écrit sans relâche et a envoyé ses manuscrits à plusieurs maisons d'édition sans succès. Je n'ai même pas reçu d'avis pour me dire que mes manuscrits étaient ou non publiables. C'est l'Harmattan Sénégal qui donne finalement sa chance aux professeurs d'université. Depuis, cette maison a édité une dizaine de ses œuvres. C'est d'ailleurs pour permettre à des universitaires comme lui et à de nouveaux talents d'éclore que l'Harmattan Sénégal est né en 2009. Les 80% de notre publication sont constitués par les travaux des universitaires et les essais. On a beaucoup de jeunes auteurs simplement parce qu'il faut leur donner leur chance aussi. Je veux dire, Cheikh Hamidou Kane n'est pas né Cheikh Hamidou Kane, il est devenu Cheikh Hamidou Kane. Aminata Sow Fall est devenue Aminata Sow Fall, elle n'est pas née Aminata Sow Fall. Ce sont les nouvelles éditions africaines qui ont publié les plus grands succès de Aminata Sow Fall. Cette maison d'édition nationale a été créée en 1972 par le président Senghor avec la collaboration de la Côte d'Ivoire et du Togo. Pendant près de 20 ans, l'ENEA s'impose et collectionne les succès littéraires jusqu'en 1989, donc chaque État a senti la nécessité de créer sa maison d'édition au niveau national. C'est ainsi que les nouvelles éditions africaines ivoiriennes ont été créées. Au Togo, les nouvelles éditions africaines du Togo. Et maintenant, les NEA avec les nouvelles éditions africaines du Sénégal, NEAS. Cette scission a diminué la force de frappe de cette maison qui, au fil des années, a vu ses ventes chuter. La littérature africaine n'est pas rentable. Les gens ne lisent pas. On faisait 20 000 exemplaires. On a diminué à 10 000, à 5 000. À 3 000, mais maintenant on tire qu'à 1 000 exemplaires. Et pour faire écouler 1 000 exemplaires, il faut 2 à 3 ans. On avait le marché scolaire, on avait le monopole du marché scolaire. Donc on fournissait les livres scolaires en Côte d'Ivoire, au Togo et aussi la sous-région, le Niger, le Mali, le Burkina. C'était vraiment un bel exemple d'intégration. On a retiré donc le marché des manuels scolaires. Et maintenant, les problèmes sont là et on les vit, difficilement. Mais il n'y a pas qu'aux nouvelles éditions africaines que sévit la crise. Là, il y a des livres, on ne va pas les nommer, mais voilà, dont certains sont stockés ici depuis plus de 6 ans. Si par exemple, si ces livres-là ne sont pas écoulés, c'est une perte sèche en fait. Ces difficultés sont aussi durement ressenties par les auteurs eux-mêmes. Le livre ne nourrit pas son homme, c'est clair. Je suis pédagogue. J'ai le devoir de laisser, par exemple, aux jeunes enseignants des outils pour aller plus vite. Je suis chercheur également, j'ai le devoir de laisser à mes jeunes collègues d'abord, mais également aux étudiants des outils, des essais par exemple,
ou des manuels pour leur permettre d'avancer plus vite dans leurs études. Ainsi, malgré la crise, la production littéraire n'a jamais été aussi foisonnante. En 2016, le Sénégal comptait pas moins de 48 maisons d'édition qui tentent tant bien que mal de survivre, selon des chiffres de l'Association des éditeurs du Sénégal. Une crise accentuée par un fait souvent méconnu, la piraterie littéraire. Il y a des œuvres qui sont dans le programme, telles que par exemple Birago Diop, L'Os de Morlam, La collégienne de Morobo Fall, ainsi qu'une sur l'onglet de Mariama Ba. On attendait les clients, mais qu'est-ce qu'on voit ici à Sandaga? Les librairies par terre ont les ouvrages, et puis c'est des ouvrages neufs, et ils les vendent à des prix réduits. Quand on vend, nous, à 2000 francs, eux, ils vendent à 1000 francs. Aujourd'hui, les éditeurs sénégalais organisent la riposte, et un de leurs plus grands combats est l'accès au marché du manuel scolaire. Nous sommes concurrencés par les multinationales. Par exemple, les éditions Edicef, Nathan, etc. Le marché maintenant est ouvert, on n'a plus le monopole. Le marché est ouvert et il y a des conditions posées par la Banque mondiale et les conditions sont très, très, très difficiles. Il faut avoir une bonne assise financière pour compétir. Le scolaire, c'est des milliards chaque année, au moins 2 milliards par an. 2 milliards par an pour une quarantaine de maisons d'édition, c'est le pactole. Ça permettrait à chaque maison d'édition d'avoir son entreprise, d'embaucher les jeunes qui sortent. Il nous faut des infographistes, il nous faut des auteurs bien sûr, il nous faut des illustrateurs, il nous faut des maquettistes, il nous faut plein de choses. Il y a plein de métiers liés au livre qui pourraient se développer. Des jeunes qui sont formés ici dans les écoles, mais qu'on n'arrive pas à embaucher. D'ici là, certains éditeurs cherchent à réduire leurs coûts. Pour Abdoulaye Diallo, cela passera par le numérique. C'est un investissement initial de 300 millions de francs CFA qui aujourd'hui va permettre aux éditeurs sénégalais et aux imprimeurs sénégalais de pouvoir commander même un exemplaire. Le coût de l'exemplaire unique leur reviendra au même coût que s'ils avaient tiré 500 exemplaires. Avant, ce n'était pas possible. Non, avant, le minimum qu'on pouvait tirer pour faire de l'économie d'échelle, c'était 1000 ou 2000 exemplaires. C'est la révolution. De son côté, l'État tente de mettre en place des facilités telles que des mesures fiscales moins contraignantes et a le projet de revaloriser le fonds d'aide à l'édition qui est à 250 millions, très insuffisant selon les éditeurs. La suite donc de cette série dans nos toutes prochaines éditions. Autre sujet, 250 députés à la 12e législature. Le nombre va passer à 165, 15 députés de plus dédiés à la diaspora. Une augmentation qui alimente le débat dans le landerneau politique sur son opportunité, le budget qui l'accompagne, de même que les critères de leur choix et à la clé de répartition dans les différentes zones à l'étranger. Autant de questions qui ont amené notre reporter Amadou Ramtiam à recueillir les éclairages d'experts. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Le nouveau code électoral de 10 chapitres voté à la majorité par la représentation nationale, un code déjà acté par le peuple souverain lors du référendum du 20 mars et qui octroie à la diaspora 15 députés. Nous avons aujourd'hui sur les registres consulaires pas moins de 3 500 000 Sénégalais établis à l'étranger. Ces 3 500 000 ou même plus Sénégalais établis à l'étranger concourent également au développement économique et social de ce pays à travers les transferts financiers qui sont estimés de l'ordre de 900 milliards aujourd'hui sur l'année. Même si tous les acteurs s'accordent sur la nécessité d'octroyer à la diaspora des députés, leur nombre et la clé de répartition ne font pas l'objet de consensus. Alors que nous avions travaillé sur la base de 10 députés, on a vu effectivement que la diaspora va disposer effectivement de 15 députés et qui seront donc choisis selon un certain nombre de circonscriptions dans les différents continents du pays. Le président Macky Sall l'avait toujours dit qu'il considérait la diaspora comme la 15e région du pays. Comment peut-on ignorer dans le débat parlementaire, dans l'enceinte parlementaire, les préoccupations de 3 500 000 Sénégalais? Le système électoral sénégalais repose sur le principe de garantir la pluralité d'opinion à l'Assemblée nationale par la liste proportionnelle et d'assurer que toutes les voix des territoires
soit entendu par la liste majoritaire. Même si comparaison n'est pas raison, le Sénégal respecte la norme du ratio député-population. Si nous prenons par exemple le cas du Kenya, c'est même la Constitution qui règle en son article 89 qui règle le découpage et qui dit que ce découpage ne peut être justement fait avant 12 mois avant les élections. Mais mieux, on peut rester 8 ans à 12 ans sans opérer effectivement de modification. Aujourd'hui, le Ghana a 230 députés. Récemment au Niger, il y a eu une modification qui a porté le nombre de députés de 113 à 171. Pour tout son poids économique, la présence de la diaspora a toujours été une priorité pour les différents régimes. Mais c'est avec ce nouveau code qu'elle est véritablement encadrée. Il y a une différence entre laisser la chose à la discrétion des partis politiques et dédier des députés des Sénégalais de l'extérieur par la Constitution avec une exigence d'application par une loi organique et par le code électoral également. Quid maintenant de l'augmentation du budget qu'engendre une telle modification? L'Assemblée nationale, son budget est suffisamment configuré pour prendre en charge ces questions-là. Ce n'est pas les déplacements de 15 députés qui doivent venir sur des séances plénières, etc., qui vont empêcher l'Assemblée nationale de fonctionner. À la limite, non seulement des raménagements budgétaires peuvent trouver des solutions, aider à trouver des solutions, mais en plus la démocratie. Mais elle a un coût. Si le débat budgétaire est posé, c'est parce que tous les Sénégalais ne sont pas totalement satisfaits de leur Parlement. À charge maintenant aux députés d'ici et de la diaspora de prouver le contraire et qu'ils sont à la hauteur de l'acte posé par le président de la République et validé par le peuple le 20 mars 2016. Et nous ouvrons la page culture par un spectacle grandeur nature au Grand Théâtre pour célébrer le Nouvel An chinois ou la fête du printemps 2007 et l'année du coq dans l'anthropologie chinoise. Et cela s'est traduit sur la scène. Fantamadji. Un régal de spectacles pour célébrer le Nouvel An chinois ou encore la fête du printemps. 2017 est l'année du coq, signe de l'éveil et de l'énergie selon l'astrologie chinoise. Le peuple chinois aime bien le peuple sénégalais et nous aimerons partager la joie de la fête du printemps avec nos amis sénégalais. De la musique et de la danse traditionnelle pour saluer le départ de l'an passé, chasser le malheur et célébrer la venue du nouvel an et faire des vœux de prospérité, de bonheur et de santé pour l'année à venir. Pour la représentation diplomatique chinoise au Sénégal, cette fête à Dakar marque un nouveau départ pour la coopération sino-sénégalaise. Nous avons signé ensemble un protocole d'exécution dans les domaines artistiques, culture et musée et la formation du personnel. La Chine a décidé d'appuyer le Sénégal au-delà de cette formation, de mettre à disposition près de 40 millions dans le cadre de l'équipement pour la modernisation des services des centres culturels régionaux. Monsieur le ministre a beaucoup insisté sur les échanges d'artistes. Danse de groupe folklorique et chants en solo ont rythmé la soirée. L'ambassade de Chine au Sénégal a fait venir à Dakar la troupe artistique de la région autonome ouïghour du Xinjiang pour partager la joie festive et la culture chinoise, mais aussi chanter l'amitié sino-sénégalaise. Le ballet La Linguère et les musiciens de l'ensemble lyrique traditionnel étaient sur scène pour exprimer l'amitié du peuple sénégalais au peuple chinois. Autre sonorité, l'instrument est mythique en Afrique de l'Ouest. Il serait originaire de l'Égypte ancienne, mais a réussi à s'imposer dans la haute musique. La kora et ses cordes légendaires indiquent les puristes. Et ce ne sont pas ses seules caractéristiques. Dans la rubrique Au cœur de nos cultures, la harpe lutte révèle quelques-uns de ses secrets qui lui ont valu un succès planétaire. Daïlaïa. Celui qui en joue, tout comme celui qui l'écoute,
ressent la profondeur de la kora. Entre cet instrument et Baboulaye Sissoko, c'est une histoire qui démarre dès le bas âge. Je suis né dans une grande famille griot. J'aime la kora. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous jouez la kora? Mes sentiments, ça je peux pas expliquer ça parce que ça vient au cœur. La kora n'a presque plus de secret pour lui. Selon Baboulaye, la spécificité sonore de l'instrument provient de sa composition. C'est fabriqué par des peaux de vache et la clabasse là. Les cordes que vous voyez comme ça, à l'époque c'était les peaux de vache qu'on fait des mèches. Ça a commencé par 7 cordes, 10, 12. Avec l'évolution, vous voyez les cordes, les clés là, on a 21 cordes professionnelles et ça sonne comme les notes solfège. Il y a le do, ré, mi, fa, sol, la, tout. Ça sonne comme un harpe, en même temps des sons clavier. Et tu peux faire beaucoup de choses avec la kora. 21 cordes pour jouer différentes sonorités musicales. La kora est un instrument commun à toute l'Afrique de l'Ouest. Selon le milieu, la façon d'appréhender l'instrument diffère. On l'accorde en empruntant 5 systèmes. Il y a le système syllaba. Syllaba veut dire le bouloir en mandingue. Pourquoi syllaba? Parce qu'avec le syllaba, on peut jouer tous les autres rythmes des différents pays de l'Afrique de l'Ouest où se joue la kora. Il y a le tomaran qui se joue en Guinée. Le tomaran, sa particularité, on met en exergue les grosses cordes. Il y a le saouta qui se joue au Mali et en Gambie. Il y a le benyeko et le ardino. Arplut, c'est le nom de la kora en français. Originaire d'Égypte ancienne, une légende est toutefois associée à sa découverte par le roi des Mandingues. En Casamance, lorsque nous avons fait des recherches, on nous a fait comprendre que c'est dans l'île de Saint-Némentérin, en Gambie, qu'un esprit en songe avait communiqué à Djalimadi Woulin, le premier qui a confectionné la kora, qui lui a demandé de préparer l'instrument. C'est pour cela que l'instrument a un peu un aspect mythique, si on peut le dire. Traditionnellement, la kora était exclusivement jouée par les griots. L'instrument racontait toujours une histoire. Tous les morceaux de kora, ça parle de l'histoire. Commençant par Tiedo, des Mansa Kolé, tout ça parle de l'histoire. Vers Malissa Rodougou, tous les morceaux là, c'est des histoires. De tous les instruments de musique traditionnelle, la kora est le plus respectée. C'est parce qu'elle nourrit son nom. J'ai fait trop de monde avec ça, je peux le dire, presque. J'ai fait dizaines de pays avec cette kora-là. C'est ça qui m'amène ça là-bas. On me paye mon billet, on me paye le périodium, les cachets, tout. Et même je fais un rond de mon argent, c'est ça qui m'a donné tout ça. Et la connaissance que j'ai, tout, c'est la kora qui m'a donné ça. Donc, si tu respectes ça, il peut te donner beaucoup de choses, vraiment. Et depuis plusieurs dizaines de décennies, la kora s'ouvre au reste du monde. Les Occidentaux apprécient l'harmonie qui se dégage de l'instrument. Il y a quelques années, l'artiste allemand Nil a fait la rencontre de la kora et il en est tombé amoureux. Depuis, Nil ne se sépare plus de cet instrument qui a réussi à s'imposer dans l'ordre musical mondial. La kora est le symbole du rendez-vous, du donner et du recevoir, théorisé par Léopold Sédar Senghor. À votre rendez-vous Cannes Gabon 2017, le coach des Lions a fait face à la presse ce matin à Franceville. Il a fait part de son ambition de se qualifier pour les quarts de finale pour faire plaisir au peuple sénégalais. Aliou Cissé a ainsi parlé du Zimbabwe, adversaire du Sénégal demain. Le voici donc au micro de Khalidou Beye et Seydina Alindigo. Le Zimbabwe,
Nous savons que c'est une équipe qui va très vite, qui se projette rapidement, capable de recevoir le jeu, capable de temps en temps aussi d'être en attaque placée. Une équipe dotée d'une belle qualité technique, un gros mental aussi, physique et athlétique aussi. Donc nous savons qu'ils ont l'habitude d'évoluer en Afrique. Et ils ont eu à éliminer quand même des très 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 belles équipes pour en arriver là. Donc s'ils sont là, c'est pas un hasard. Mais comme je vous l'ai dit, nous aussi, nous avons un statut. Nous sommes le Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle des meilleures équipes africaines, le Sénégal en fait partie en toute modestie. Maintenant, comme je le dis, un match de football, c'est 90 minutes. Et on sait que beaucoup de choses peuvent se passer. Donc sous-estimer une équipe serait vraiment ce serait vraiment une faute professionnelle de notre part. Mais on ne surestime personne. Nous connaissons notre qualité, nous connaissons notre équipe. Et nous avons à cœur en tout cas de passer ce premier cours parce que notre peuple en a besoin, notre football en a besoin. Donc nous représentons ce peuple-là, nous représentons ce football-là. Donc demain, je pense que tous les Sénégalais seront en tout cas derrière leur télé pour supporter leur Lion. Premier match, première victoire du Ghana dans cette compétition hier. Les Black Stars, vice-champions d'Afrique, ont battu 1-0 les Croués de l'Ouganda au terme d'une rencontre difficile. Le but ghanéen a été inscrit par André Ayew. Le compte-rendu de Thierno Diallo. Le Ghana n'a pas tremblé lors de sa première sortie face à l'Ouganda. Les Ghanéens ont fait l'essentiel. Dominateurs, les Black Stars ont réussi à faire trembler les filets au bout d'une demi-heure. Sur cette erreur défensive dans la surface de vérité, Asamoah Gyan est retenu par Isinde. La faute est sanctionnée. André Ayew frappe et transforme le pénalty pour le Ghana. C'est le 13e but en sélection du fils de la légendaire star ghanéenne Abedi Pelé. 1-0 pour les Black Stars à la mi-temps. De retour sur la pelouse, malgré quelques tentatives, l'Ouganda ne parvient pas à contrarier le Ghana. 84 minutes, Denis Onyango empêche le Ghana de marquer un second but. Au coup de sifflet, le Ghana décroche la victoire sur la plus petite des marques. Le 12e Gaïndé de Libreville, exemple d'une association bien organisée. Ses membres tiennent une maison de transit pour faciliter le séjour des Sénégalais en partance pour la CAN à Franceville. Bénéficiant du soutien du chef de l'État et des autorités, ils comptent pousser les Lions vers une deuxième victoire. Envoyé spécial Pape Madi Diop. Ils ont effectué le déplacement en masse à Franceville et chauffé les gradins du stade de rénovation. Les supporters sénégalais de Libreville, basés à Franceville, ont longtemps préparé l'événement. Nous avons eu à participer à 3 campagnes de la CAN. Tiré de cette expérience, nous avons pu mobiliser un maximum de supporters pour cette édition. L'organisation du 12e Gaïndé de Libreville inspire et attire les visiteurs. La maison de transit à Libreville est une parfaite illustration de leur niveau d'organisation. Franceville et Libreville, il y a une distance de 900 km. Donc on a vu que quand les supporters vont arriver, nécessairement ils auront besoin de dormir d'abord à Libreville avant de transiter sur Franceville. C'est pour cela que l'idée nous est venue de prendre cette maison pour permettre à tout Sénégalais, quel que soit son lieu de provenance, d'y rester, d'être pris en charge avant de rejoindre la destination finale. Au stade de rénovation de Franceville, ils ont livré une animation bon enfant. Dimanche dernier, lors du match Tunisie-Sénégal, et promettent de remettre ça. Ce n'est que le début d'un commencement. Nous ferons mieux pour pousser les Lions vers une deuxième victoire. Le déplacement du 12e Gaïndé à Libreville est le fruit d'un travail de longue haleine et de dur labeur. Nous avons souhaité être à l'avant-garde de la mobilisation massive au niveau des stades. Nous avons à notre objectif atteint les 50% parce que nous avons souhaité dès le départ être plus nombreux que ça. Vous avez vu au stade, il n'y avait pas que le 12e Gaïndé Gabon, il y avait le 12e Gaïndé Côte d'Ivoire, Cameroun, le 2e Gaïndé Franceville qui nous a très bien accueillis et aussi remercier tous les supporters. Tout le travail et la mobilisation du 12e Gaïndé de Libreville se résument en un slogan. C'est ce qui explique la grande mobilisation partout où ils sont présents.
Voilà, le 12e Gaindé mobilisé pour pousser les Lions à la victoire. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Juste après moi, la suite de nos éditions en langue nationale. Merci. Bonne et belle après-midi à tous.